Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 31 août. Baisse importante du chômage au mois de juillet. On compte maintenant 2 770 400 demandeurs d'emploi en France. La reprise du travail est constante depuis maintenant 25 mois. Enquête sur les livres scolaires et les éditions spéciales de manuels pour les élèves des collèges et lycées avec en complément qui paie ces livres. Mise en place à Mitrovica au Kosovo d'une justice pluriethnique serbe et albanaise en présence de Bernard Kouchner. Cinéma, demain sur les écrans, l'excellent film de Pierre Jolivet, Ma petite entreprise, avec Vincent Lindon. Alors comme on dit dans la pub, pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, le chômage baisse et ceux que l'on appelle désormais, de façon politiquement correcte, les demandeurs d'emploi sont beaucoup moins nombreux qu'au mois de juin 1997, 367 100 personnes de moins. Ce sont des chiffres sans précédent que nous allons longuement analyser dans la première partie de ce journal. Alors auparavant, voici en détail, tel que nous avons pu le reconstituer, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi depuis un an est de 6,6%, c'est ainsi que le montre ce graphique, donc jusqu'à fin juillet 1999. On comptait à la fin du mois de juillet 2 770 400 chômeurs. Concernant le chômage de longue durée, il est également en baisse de plus de 9% depuis un an et on compte 1 50 700 personnes en chômage de longue durée à la fin du mois de juillet. Et puis pour les moins de 26 ans, il y a également une baisse de 6,5% depuis un an. Bien sûr, toutes ces bonnes nouvelles doivent être pondérées, y compris en tenant compte d'une modification du mode de calcul. Mais voyons tout d'abord, dans l'un des domaines où les créations d'emplois sont les plus nombreuses, celui de l'informatique, du télémarketing, comment et pourquoi on recrute. Il s'agit d'une petite entreprise, First Telecom, installée dans le quartier de la Défense près de Paris. Reportage Florence Griffon et Didier Dahan. Il y a un an et demi, cette société de téléphonie n'existait pas. Et pour cause, la concurrence sur le marché des communications était très restreinte. Aujourd'hui, l'activité explose. C'est Luc Terral qui a recruté tout ce petit monde en quelques mois. Ils sont aujourd'hui près d'une centaine. Nous avons des ingénieurs, nous avons des commerciaux, nous avons des techniciens, nous avons surtout des gens qui sont intéressés pour appliquer une logique ou une connaissance qu'ils ont pu acquérir au cours de leur expérience passée à un secteur qui est un petit peu nouveau, ce service dans les télécoms. En heure pleine, en heure creuse. Donc... Jeunes, bilingues, voire trilingues, les opérateurs apprennent donc sur le tas. C'est toujours des nouveaux clients, etc. Donc c'est sympathique. Puis ça permet également donc d'avoir des connaissances dans les télécoms, quoi, ce qui est le monde actuel. Salaire moyen, 10 000 francs bruts par mois, auxquels s'ajoutent des primes de rendement. Une fois formés, ils deviennent très précieux pour l'entreprise. Elle préfère donc les embaucher à durée indéterminée. On rencontre des difficultés actuellement, notamment sur les annonces qui génèrent de moins en moins de retours de candidatures. Donc on s'oriente davantage vers d'autres sources de recrutement, le bouche à oreille, les annonces via Internet, etc., qui sont d'autres canaux de recrutement, qui génèrent également des candidatures intéressantes. Faute de candidats français, les dirigeants n'hésitent pas à recruter à l'étranger. 60 personnes devraient être embauchées d'ici 10 mois. La petite entreprise a très envie de grandir. Alors, outre ce secteur de la téléphonie, il faut relever que l'on crée des emplois dans le bâtiment, dans le commerce et dans le tourisme. Mais il faut aussi noter que celles et ceux qui ont un travail ou qui cherchent du travail acceptent désormais des conditions qui paraissaient il y a quelques années fort contestées. Ainsi, le travail de nuit choisi par cet ouvrier imprimeur rencontré à Moguio, c'est près de Montpellier, par Laurent Bailly et Dominique Bonnet, ce travail de nuit ne va pas sans conséquences négatives pour lui. Dernier jeu de la journée pour Jean Roland et ses filles. Dans une heure, elles iront se coucher, lui partira travailler. Ce poste de nuit qu'il occupe depuis un an a changé sa vie. La femme de Jean Roland, pourtant d'accord au début, l'a quitté, en partie à cause de ses horaires décalés. Elle n'aimait pas trop que je fasse les nuits quand même, parce que bon, c'est comme ça, hein, il y en a qui n'aiment pas trop. Bon, mais moi, ça ne me dérangeait pas trop de faire les nuits, puis bon, ça tombait bien, quoi. Je sais pas, peut-être que c'est vrai qu'on ne se voyait pas beaucoup. L'équipe de nuit, dans l'imprimerie où travaille Jean Roland, est réduite à sa plus simple expression. Entre 22h et 6h du matin, seuls 5 ouvriers assurent la bonne marche des rotatives, contre 44 personnes dans la journée. Ici, les salariés de nuit ont volontairement choisi ces horaires. Pour la plupart, ça n'a pas posé de problème, la famille, disent-ils, s'habitue très bien. Et l'avantage pour tous, c'est qu'ils ne travaillent que 4 jours par semaine, 4 nuits.
de travailler la nuit, c'est déjà travailler 32 heures, être payé 40, déjà ça, c'est peut-être plus important, et avoir un long week-end. L'employeur aussi y trouve son compte. Avec une équipe de nuit, il rentabilise son investissement dans le matériel, plusieurs dizaines de millions de francs. Une pratique, observe-t-il, de plus en plus répandue dans les entreprises. On ne peut pas se permettre d'avoir des machines qui ne tournent pas. Et donc effectivement, on constate partout que les équipes de nuit et les équipes de week-end, les équipes de suppléance se développent de plus en plus. Beaucoup de travail, c'est la meilleure garantie pour l'emploi, estime de son côté le délégué CGT. Lui aussi veut que les machines tournent le plus possible, et tant pis si c'est aussi la nuit. L'important, c'est de garder son entreprise et d'être payé à la fin du mois. C'est pas un discours d'employeur, ça c'est un discours d'ouvrier. Voilà. Si l'entreprise n'a pas de travail, il n'y aura ni employeur ni employé. Ici, les ouvriers de nuit ont donc été volontaires et ont négocié leurs conditions de travail. Mais dans 80% des cas, au sein des grandes entreprises qui fonctionnent en 3-8, les salariés de nuit n'ont pas leur mot à dire. Les salariés qui rentrent dans ces entreprises n'ont pas le choix. Ils savent qu'ils seront contraints à passer par cette obligation. Mais c'est une obligation qui est une condition d'emploi. Et c'est ce qui explique que le travail de nuit se banalise lentement, y compris pour les femmes. L'an dernier, 3 millions de salariés, au moins une fois dans l'année, ont pris leur pause déjeuner à 2 h du matin, comme le font chaque nuit Jean Roland et ses collègues. Dans le calcul du nombre de chômeurs, une modification a été introduite à compter du mois de juillet. Les personnes bénéficiaires de l'allocation chômeurs âgés sont dispensées de recherche d'emploi et n'apparaissent donc plus dans les statistiques. Environ 14 000 noms ainsi supprimés, comme si l'on considérait qu'avoir plus de 55 ans, c'était trop vieux pour travailler. Considération évidemment repoussée par cet homme de 56 ans que vous allez entendre. Il touche le RMI et il recherche toujours désespérément un emploi. Témoignage recueilli par Marc Maisonneuve avec Jean-François Hoffmann. 4 ans sans travail, sans que la moindre perspective d'emploi ne s'ouvre devant Alain Fraisse. À 56 ans, malgré l'argent du loyer qui manque, les factures qui s'amoncellent, pas question d'être radié définitivement des listes de la NPE pour bénéficier d'une allocation. Hors de question. Moi, je veux arriver à trouver un moyen de me remettre le pied à l'étrier à un salaire convenable et décent, parce que si encore on m'annonçait ma fin de vie pour les 2 ans qui arrivent peut-être, mais a priori je suis en pleine santé physique, intellectuelle et morale, et j'ai encore au moins 10-15 bonnes années devant moi, et donc 10-15 ans à 2500 francs ou mieux, ça m'intéresse pas du tout. Une allocation signifierait pour Alain le doublement de son RMI, 5000 francs environ. Pour lui, c'est la 3e période de chômage. Plus il vieillit, plus ces périodes s'allongent. Mais jamais, Alain n'a renoncé à chercher un nouveau travail. Je crois qu'aujourd'hui, tous les chômeurs, cadres en particulier, ne veulent absolument pas toutes ces mesures qui sont proposées, qui sont des mesurettes, qui servent peut-être à nettoyer les statistiques, mais les gens ont besoin de nettoyer les statistiques en se retrouvant au travail. Le jugement est sévère, mais pour Alain, ces mesures ne sont pas adaptées aux cadres. Et bien souvent, s'il reste chez lui, ce n'est pas pour observer le ciel, mais parce qu'il attend que son téléphone sonne. Alors Gérard Leclerc, compte tenu de ce bon chiffre, Martine Aubry a fait part de sa satisfaction, satisfaction de la gauche tout entière, même si la CGT estime que la précarité s'amplifie, que la CFTC parle d'un mouvement trop lent. Alors est-ce un mouvement lent mais durable? C'est la première question. Écoutez, il y a 3 éléments qui peuvent le faire espérer. D'abord, le retour d'une croissance apparemment durable. C'est lié à des taux d'intérêt historiquement bas, c'est lié à la reprise du pouvoir d'achat et de la consommation, et puis aux différentes mesures d'aide à l'emploi, comme les emplois jeunes. On est peut-être entré dans un cycle vertueux liant la confiance, la consommation et l'emploi. Le deuxième phénomène, c'est la révolution des nouvelles technologies, l'informatique, Internet, la téléphonie, les biotechnologies et des activités de services qui leur sont liées. C'est une explosion qui a déjà créé des dizaines de millions d'emplois aux États-Unis et qui maintenant commence à toucher la France. Et puis le troisième effet bénéfique, lui, il est encore à venir, c'est la démographie, c'est la baisse de la natalité. Il y a moins de jeunes qui arriveront sur le marché du travail. C'est pas bon pour les retraites, mais c'est bon pour l'emploi. Alors politiquement, c'est une sorte de retournement de tendance aussi, et comme on dit, c'est tout bénef pour la gauche, quoi. En tout cas, c'est pas mauvais. Et vous l'avez noté, Lionel Jospin, dimanche devant le Parti socialiste, n'a pas craint de se fixer comme objectif le plein emploi pour la décennie à venir. Un optimisme qu'il faut tout de même tempérer, d'une part parce que la décrue du chômage risque d'être lente, chaotique, compte tenu des à-coups de la conjoncture et puis des rigidités en France en termes de formation, en termes de mobilité. Et puis d'autre part parce que si la hausse du chômage a fait chuter tous les gouvernements français lors des élections depuis 20 ans, une forte baisse du chômage aux États-Unis ou en Angleterre n'a pas empêché George Bush ou John Major de se faire battre aux élections. La baisse du chômage, ce n'est pas une assurance tout risque pour les gouvernements.
Merci Gérard. Alors au bilan, la France compte désormais un taux de chômage de 11,2% de sa population active, mais la décrue annoncée légitimement avec plaisir donc par Mme Aubry ce matin survient après plusieurs décennies de déclarations et de certitudes économistes ou politiques fortes, intéressantes à revoir avec le recul du temps. Nous sommes donc remontés aux années 60. Commentaire Luc Baziza. La situation, elle est connue. Il y a actuellement inscrits dans les bureaux de main-d'œuvre 174 000 demandeurs d'emploi. À l'époque, le chômage reste encore une notion très abstraite. Un peu plus tard, avec tout juste 300 000 demandeurs d'emploi, les politiques commencent à s'inquiéter, y compris le président Georges Pompidou, qui affirme que si la France passe la barre des 500 000 chômeurs, ce sera la révolution. En 1973, c'est le premier choc pétrolier, la courbe du chômage s'accélère et double entre 1974 et 1976. Le gouvernement fera le nécessaire à temps pour vous protéger du chômage. Il en a la volonté et il en a les moyens. Au printemps 77, la barre de 1 million de chômeurs est franchie. À la fin de la décennie, les restructurations dans la sidérurgie se multiplient, ce qui a pour effet d'accroître encore le chômage. Quand la gauche arrive au pouvoir en 81, on compte 1 800 000 chômeurs, puis 2 millions un an plus tard. Pendant les 2 ans avant les élections présidentielles de 88, Jacques Chirac, alors Premier ministre de la première cohabitation, ralentit puis stabilise le chômage. Et au moment de la campagne pour l'Élysée, les deux candidats s'affrontent sur ce thème. En réalité, Monsieur le Premier ministre, on ferait peut-être mieux de dire que dans la lutte contre le chômage, il y a eu continuité dans le chèque, que le chômage a continué de s'aggraver. Non, Monsieur Mitterrand, nous n'avons pas tous échoué de la même façon. Après ce léger redout connu dans les chiffres du chômage à la fin des années 80, arrive la guerre du Golfe. Un événement qui traumatise les entreprises et catalyse les inquiétudes, ce qui a pour effet de doper à nouveau le chômage. En 92, Pierre Bérégovoy, devenu Premier ministre, fait des promesses à la radio. Tout est fait et tout sera fait pour que le cap des 3 millions de demandeurs d'emploi ne soit pas atteint. Paris perdu. Au moment de l'arrivée d'Édouard Balladur à Matignon, la France franchit le cap des 3 millions de chômeurs. Et François Mitterrand, lui, fait un aveu d'impuissance. Vous savez, dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé. Depuis maintenant plus de 12 ans que j'occupe ces fonctions, tout a été essayé. Depuis 2 ans, croissance et relance de la consommation ont contribué à faire reculer le chômage. Une fois encore, les politiques s'en réjouissent, mais seuls les chiffres à venir nous diront s'ils ont raison ou tort. Seule certitude, la France s'est habituée à un chômage de masse qui lui coûte plus de 300 milliards de francs par an. Fort de ces bons résultats sur l'emploi, les élus socialistes à l'Assemblée nationale se préparaient aujourd'hui en vue du débat sur la deuxième loi sur les 35 heures. Cette loi sera à l'ordre du jour de la session parlementaire qui s'ouvrira à partir du 5 octobre prochain. Martine Aubry est venue s'expliquer devant les députés socialistes, mais elle devra compter avec les demandes des Verts et des communistes, membres de la majorité plurielle. Reportage Jean Wittenberg avec Marcel Martin. Ce sera le dossier de la rentrée parlementaire dans un peu plus d'1 mois, un dossier jugé suffisamment important pour que les députés socialistes reviennent sur leur banc dès cette fin de mois d'août pour plancher sur la future loi. Le calendrier est serré puisqu'on le sait, la durée légale du travail doit passer à 35 heures le 1er janvier 2000. Et d'ici là, le gouvernement veut avoir fait voter sa loi. Pas question, comme l'an dernier avec le PAX, de connaître un marathon parlementaire. Si la droite souhaite, comme elle l'a annoncé, faire un travail d'obstruction, elle ne peut pas compter sur une faiblesse de notre part. L'ennui pour les socialistes, et ce n'est pas nouveau dans cette rentrée politique, c'est que la contestation vient plutôt du camp de la majorité. Premiers à renacler, les communistes qui trouvent que le deuxième projet sur les 35 heures fait la part trop belle aux aides patronales. En l'état actuel, il est inacceptable pour nous, parce qu'on rompt avec la philosophie de la première loi, qui a produit déjà des résultats. Nous ne voterons pas cette loi en l'état. Les Verts tiennent le même discours et comme pour le nucléaire, ils en font un possible cas de rupture. Pour les amis de Dominique Voynet, c'est tout spécialement le recours aux heures supplémentaires qui ne passe pas. Ce qui dérange, c'est que vous pouvez avoir une durée légale de 35 heures et que les salariés fassent beaucoup plus. La durée légale à 40 heures, il a fallu des décennies pour l'imposer. Les salariés, c'est plus dans la réalité. Pour qu'il y ait des limites, il faut que la loi donne ses limites.
Autant d'arguments auxquels Martine Aubry devra bientôt répondre pour faire accepter sa seconde loi sur les 35 heures. La première, selon des calculs effectués par le ministère, aurait permis la création ou la sauvegarde de 118 000 emplois, un chiffre qui sera forcément mis en avant dans les prochaines semaines. Manifestation au pluriel dans une vingtaine de villes de France en faveur du militant syndicaliste agricole de la Confédération paysanne, José Bové. C'était ce matin l'audience de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier. Les magistrats de cette cour ont fixé à jeudi prochain leur décision sur la mise en liberté ou non de José Bové. Les manifestations qui ont souvent eu lieu devant des McDo ou à Montpellier ici devant le tribunal n'ont pas entraîné d'incident. Et puis il y a eu d'autres manifestations agricoles, celles des producteurs de lait aujourd'hui, elles se sont poursuivies un peu partout en France, toujours pour faire pression sur les grands distributeurs et obtenir la vérité sur les prix. La justice a autorisé la reprise de l'activité au sein de l'entreprise Métal Blanc de Bourg-Fidèle dans les Ardennes. Cette usine de retraitement de batteries était soupçonnée de pollution au plomb, mais le juge d'instruction a estimé que des éléments nouveaux, entre guillemets, permettaient la levée de l'interdiction d'activité. Fin du conflit à Marseille des éboueurs de la société Bronzo. 2 semaines après s'être mis en grève, ils ont obtenu ce qu'ils réclamaient au début, à savoir l'usage d'un camion-benne supplémentaire. Mais il leur faudra plusieurs jours pour évacuer les milliers de tonnes de déchets entreposés sur les trottoirs de 2 arrondissements marseillais. Comme chaque année, dans les préparatifs de la rentrée scolaire, il est beaucoup question de la qualité des manuels utilisés par les enseignants. Le rapport de l'Inspection générale de l'enseignement, diffusé il y a 10 jours, était très critique sur la qualité des livres, qu'ils soient destinés à ceux de primaire ou à ceux de terminale. En bref, on les trouve beaux mais creux. Réplique immédiate des éditeurs pour défendre leurs livres et pour expliquer leur choix et le besoin qu'ils ont de séduire les enseignants. Enquête Elsa Margou et Nathalie Gallet. Il règne encore un air de vacances et pourtant les enseignants préparent déjà leur cartable. À chaque rentrée, ils achètent en moyenne 3 à 4 manuels scolaires car l'ouvrage idéal n'existe pas. Qu'est-ce que vous avez choisi finalement? On a pris un petit peu dans chaque matière, même plusieurs dans chaque matière afin de faire justement un panel pour proposer différents types de supports aux élèves. Avec 2 milliards de francs de chiffre d'affaires annuel, l'édition scolaire est un marché juteux, d'autant qu'à chaque changement de programme, il faut renouveler les manuels. Rien n'est alors trop beau pour séduire les enseignants, c'est à eux que les éditeurs confient la rédaction des ouvrages qui font ensuite l'objet de tests marketing dans les classes. Nous testons le manuscrit auprès d'élèves, auprès de professeurs et ensuite nous corrigeons. Au fur et à mesure que le manuel se réalise, nous corrigeons ces différents chapitres qui sont réalisés. La maquette finale doit être prête fin avril. Les maisons d'édition envoient alors des spécimens gratuits à tous les enseignants de la matière concernée, soit 30 000 ouvrages en moyenne. Cette publicité qui ne dit pas son nom coûte cher aux éditeurs, qui espèrent bien en contrepartie convaincre les enseignants de commander leurs livres pour les élèves. Un système qui, selon le ministère de l'Éducation nationale, augmente le prix final des manuels et pousse les éditeurs à sortir des livres plus séduisants que vraiment utiles. C'est-à-dire que le savoir est en forme de patchwork, avec souvent aussi un souci de rendre les manuels attrayants. C'est un objectif qui revient extrêmement souvent dans la publicité des éditeurs, et de manière souvent un peu artificielle. Certaines images, par exemple, sont là pour faire bien, et ne servent pas à grand-chose quant à l'élaboration des savoirs. Le débat entre ministère et éditeurs pourrait déboucher sur la création d'un nouveau type de livre scolaire, un manuel par matière qui suivrait l'élève durant tout un cycle, à l'école, puis au collège. Mais pour bien suivre l'évolution des programmes, certaines écoles rencontrent des difficultés, faute de moyens. Nous avons donc voulu comprendre qui payait quoi en matière de livres scolaires. Reportage Elisabeth Esley avec Rémi Poissonnier. Dans les classes primaires, du CP jusqu'à l'entrée en 6e, les livres sont obligatoirement fournis par les communes, mais sans règle précise. Chaque maire fait ce qu'il veut, les écoliers sont donc plus ou moins bien lotis. Ici, la ville accorde 200 000 francs par an à ses 4 écoles primaires, soit 1000 élèves. Ça fait un budget de 200 francs par an et par élève. Il a été déterminé dans le cadre des discussions d'une charte scolaire qui a réuni l'académie, les directeurs d'école, les enseignants et les parents d'élèves. Dans mon école, pour ce qui me concerne, nous renouvelons les manuels environ tous les 2-3 ans, en fonction du souhait de l'enseignant et puis des nouveautés qui nous sont proposées par les éditeurs. Dans des communes moins généreuses, il arrive que les mêmes manuels soient utilisés pendant une bonne dizaine d'années.
Au collège, de la 6e à la fin de la 3e, les livres sont fournis par l'État. Il y consacre un budget global annuel de 430 millions de francs, répartis entre tous les collèges de France en fonction du nombre de leurs élèves. C'est égalitaire, mais pas suffisant. Ce budget est destiné à mettre dans les mains des enfants des collections complètes d'ouvrages qui, théoriquement, devraient avoir 4 ans au maximum. À l'heure actuelle, ce budget permet de remettre aux enfants des livres qui ont une moyenne d'âge de 6 ans. Nous avons calculé que pour remettre à niveau le système, il faudrait à peu près doubler le budget. Au lycée, quelle que soit la filière, les manuels sont à la charge des familles. À raison de 10 volumes par an, les frais atteignent facilement 1 500 francs pour l'entrée en seconde. Et, pas de chance, un livre de lycée, parce qu'il est plus gros, coûte en moyenne 148 francs, contre 102 francs au collège et 59 francs en primaire. Lourd pour les parents qui achètent individuellement et n'obtiennent pas les 25% de ristourne consentis aux communes et à l'État. En Indonésie, au Timor oriental, 48 heures après la consultation électorale qui a enregistré une participation de plus de 98% des électeurs inscrits, un convoi de la mission de contrôle des Nations Unies s'est heurté toute cette journée à des miliciens indonésiens pendant plusieurs heures. Commentaire Dorothée Olyric. Le face-à-face entre une centaine de ces représentants des Nations Unies et un groupe de miliciens anti-indépendantistes a duré plus de 5 heures. Finalement, le convoi a pu regagner la capitale à la tombée de la nuit. Le personnel de l'ONU était bloqué à 35 km de là. Ici, au moins un membre de la mission des Nations Unies a été tué, assassiné à l'arme blanche par la foule qu'il accusait d'avoir pris parti dans le référendum. Cette vidéo, tournée par un représentant de l'UNICEF, montre également une attaque menée par des miliciens contre un hélicoptère de l'ONU transportant des urnes. Le référendum d'hier s'est pourtant déroulé dans le calme. La quasi-totalité des électeurs s'est même prononcée sur le maintien ou non du Timor oriental sous la tutelle indonésienne, malgré le contexte de violence. Selon les observateurs, une participation de plus de 95% à ce référendum signifie très probablement la victoire du clan indépendantiste. D'ores et déjà, le chef de la milice anti-indépendantiste a menacé de déclencher une guerre civile si l'autonomie au sein de l'Indonésie était rejetée. Les affrontements entre les deux camps, qui ont déjà fait en 6 mois plusieurs centaines de morts, pourraient alors reprendre. La signature d'un accord de cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Les deux tendances de la rébellion ont paraphé l'accord qui prévoit la fin des hostilités dans les 24 heures. La comparution à La Haye devant le tribunal pénal international du général Tadic, le chef de l'état-major de l'armée serbe bosniaque, inculpé de crimes contre l'humanité, il a décidé de plaider non coupable. L'instruction commence. Au Kosovo, c'est devant Bernard Kouchner que s'est tenue la cérémonie de prestation de serment de nouveaux magistrats à Mitrovica. Cérémonie exemplaire puisqu'elle marque l'esquisse d'une justice pluriethnique, c'est-à-dire de juges issus des deux principales communautés serbes et albanaises. Reportage à Mitrovica, nos envoyés spéciaux Anne Poncinet avec Andrei Sora. En anglais, Bernard Kouchner donne les termes du serment. Puis chacun dans sa langue jure de travailler avec professionnalisme et sans discrimination. Les 5 Albanais et les 4 Serbes. Tous sont des magistrats d'expérience, même si les Albanais, anciens juges, étaient devenus avocats depuis la serbisation de la justice au Kosovo, il y a 10 ans. On se connaît tous. On a tous travaillé ensemble avant. Et à cette époque, il n'y avait pas de problème. Dans la prison de Mitrovica, ces 9 magistrats formant le nouveau tribunal de la ville sont les bienvenus. Car dans les cellules gardées par des gendarmes, 30 détenus attendent d'être jugés. Jusqu'à présent, seuls des juges itinérants des deux communautés venaient procéder à des auditions 2 jours par semaine. Ici, le témoin est bosniaque, la greffière serbe et le juge d'instruction albanais. Un juge d'instruction serbe va pouvoir traiter une affaire concernant un Albanais et vice-versa. Et entre procureur et juge d'instruction, pareil? Les relations entre eux ne posent absolument aucun problème. Et c'est ce que nous avons pu constater depuis pratiquement 2 mois. Stankovic. Ce matin, Stankovic était remis en liberté. Ancien policier serbe, il avait été arrêté en état d'ébriété avec une grenade à la main. C'est un juge albanais qui l'a relâché. Mais l'affaire suivra son cours devant le nouveau tribunal de Mitrovica, le 3e mis en place par l'UNMIK au Kosovo.
La capacité des magistrats à travailler ensemble et à imposer leur justice aux Kosovars des deux communautés est déterminante pour l'avenir multiethnique de la province, particulièrement à Mitrovica, où il reste beaucoup de Serbes. À Moscou, une très forte explosion a eu lieu non loin du Kremlin en début de soirée. Il y aurait plusieurs blessés. Ça s'est situé dans une bombe explosée dans un centre commercial situé donc en sous-sol de la place du Manège. La police parle d'une hypothèse criminelle et évoque un racket possible contre ce centre commercial où se trouve un certain nombre de machines à sous. Le Fonds monétaire international n'est pas content du tout. Son président, le français Michel Camdessus, n'apprécie pas que le FMI soit cité aux côtés de la mafia russe. Dans l'affaire de blanchiment d'argent et de détournement de milliards de dollars qui touche le président Boris Eltsine et son entourage, les enquêteurs n'en finissent en effet pas de démêler un véritable écheveau mafieux. Commentaire Hervé Brusini avec Étienne Lénart. Elle a fière allure, la société Mabetex. Son site internet l'affirme. Ce groupe basé à Lugano en Suisse sait comment faire en matière de travaux jusqu'en Russie. Pourtant aujourd'hui ses comptes sont gelés, car elle est au cœur du scandale qui secoue le Kremlin. Pour obtenir le considérable marché de la rénovation du palais, Mabetex aurait versé des pots de vin. Carte de crédit, compte en banque, plus de 6 millions de francs pour la famille Eltsine et son entourage. Ici le président et le responsable de la société suisse se congratulent. L'accusateur c'est lui. D'origine russe, Felipe Turover a révélé aux enquêteurs l'existence de 32 comptes ouverts en Suisse au nom d'officiels du Kremlin. Depuis, il souhaite quitter le pays. Il n'y a pas de loi ici. Chaque jour, on assassine en plein jour des politiciens, des hommes d'affaires et d'autres aussi. Au Kremlin, l'intendant du lieu, l'un des principaux personnages visés dans cette affaire, rejette tout en bloc. Vous avez par chance, je n'ai pas de compte, ni à Genève, ni à Lugano, ni ailleurs. À Moscou, les démentis pleuvent donc face au scandale. Mais aux États-Unis, un autre dossier ébranle lui aussi le pouvoir russe. 5 établissements bancaires dont la Bank of New York aurait permis de blanchir entre 10 et 15 milliards de dollars, soit 90 milliards de francs. Des mafieux comme Mogilevich, des potentats de l'ancienne hiérarchie soviétique, livrés au libre exercice de la fuite des capitaux. Des capitaux dont une partie viendrait des caisses du Fonds monétaire international. De quoi faire réagir l'institution. Examen, audit, le directeur général a voulu vérifier ce qu'il appelle des allégations. À ce jour, il n'existe selon lui aucune preuve du détournement. Pourtant, Michel Camdessus n'ignore pas que la Russie peut lui cacher bien des choses. Cet incident est sérieux. Nous avons eu des commentaires de gravure vigoureux, comme vous pouvez l'imaginer. Nous avons resserré les contrôles, mais ce n'est pas une raison pour interrompre. Parce que supposons que nous interrompions cette relation. À ce moment-là, il faudrait se demander quelle est l'alternative. Est-ce que le monde veut une alternative Brejnevo-ultranationaliste en Russie? La réponse est non. La politique n'est donc pas absente de ce dossier. Ce matin, Boris Eltsine recevait en grande pompe des ambassadeurs. Pendant les affaires, le pouvoir doit continuer. Un nouveau tremblement de terre en Turquie, un séisme atteignant 5,2 d'intensité, a touché la ville d'Izmit, déjà dévastée par les secousses telluriques du 17 août dernier. On compte 1 mort et 166 blessés à l'issue de ce nouveau tremblement de terre en Turquie. L'Organisation mondiale de la santé et plusieurs organisations non gouvernementales, les ONG, font actuellement campagne contre l'attitude d'entreprises pharmaceutiques qui ne développent pas la production de médicaments indispensables dans les pays du Sud, mais jugés non rentables. C'est le cas d'un médicament contre la maladie dite du sommeil. Le médicament existe, il est efficace, et lorsque l'on sait qu'il y a 40 000 à 50 000 nouveaux cas chaque année dans plusieurs pays d'Afrique, dont vous allez le voir sur cette carte le Soudan ou le Congo principalement, mais aussi la Côte d'Ivoire et l'Angola, on mesure l'urgence. La situation sanitaire de ces années 90 ressemble à celle des années 20. Commentaire Françoise Vallée avec Frédéric Delarue. La trypanosomiase, ou maladie du sommeil, a fait des ravages dans les années 20 dans les pays d'Afrique centrale, comme ici au Cameroun, où des centaines de milliers de personnes mouraient chaque année. Transmis à l'homme par la piqûre de la mouche tsetse, le parasite attaque le système nerveux. Fièvre, troubles du comportement, le patient dort de plus en plus fréquemment, puis tombe dans le coma, et c'est la mort. Grâce à des programmes de lutte, la trypanosomiase disparaît presque dans les années 60, mais le succès est de courte durée. Les patients sont devenus résistants au traitement. Selon l'OMS, aujourd'hui, la maladie tue 150 000 personnes chaque année.
Il faut absolument parvenir à trouver des solutions en termes de traitement, entre autres, pour pouvoir stopper l'évolution de cette maladie qui, si rien n'est fait, continuera de toute façon à se propager. La solution immédiate, on la connaît, c'est le DFMO, un traitement mis au point et produit par le laboratoire Marion Roussel dans les années 80. Mais les lois du marché imposent leur logique. Marion Roussel fusionne avec Hoechst et maintenant Rhône-Poulenc. Le nouveau géant de l'industrie pharmaceutique a d'autres priorités plus rentables et va donc cesser de produire le médicament. Il faudrait quand même humaniser un petit peu un marché qui est un marché de profit. Les gens qui règlent quand même la configuration de la loi du marché, ce sont les États. Et le fait qu'il n'y ait aucun garde-fou, le fait qu'il ne soit absolument pas possible actuellement de pouvoir dire eh bien les médicaments indispensables pour des millions de gens doivent être fabriqués, eh bien ça c'est un scandale. En attendant, dans certaines zones d'Afrique, cette maladie dont on connaît le remède est plus meurtrière que le sida. Découverte d'un gène responsable d'un trouble du rythme cardiaque. Cette découverte a été faite par 2 professeurs du CHU de Nantes. Elle concerne directement des patients victimes d'anomalies électrocardiographiques. À terme, c'est-à-dire d'ici 10 ou 15 ans minimum, cette identification du gène pourrait éviter l'implantation d'un stimulateur cardiaque. Reportage Olivier Sioux avec Gabriel Camilla. La maladie de Lenègre, du nom du chercheur qui l'a identifiée, c'est une affection fréquente chez les personnes âgées. C'est même elle qui est responsable de la pose de plus de la moitié des stimulateurs cardiaques. Une pathologie qui consiste en fait en une atteinte progressive de la conduction électrique qui rythme les battements du cœur. La maladie de Lenègre, ça correspond à une atteinte, à une diminution des capacités de transport de l'électricité de ces petits fils électriques que vous allez trouver à l'intérieur. Et si la conduction est rompue, bien le ventricule ne va plus répondre à l'excitation électrique, ça va être la syncope ou éventuellement la mort subite. On croyait jusqu'à présent que cette affection avait un lien avec l'âge des patients. Mais son caractère génétique et héréditaire a pu être démontré par l'étude dans ce laboratoire de l'INSERM à Nantes des 150 membres d'une famille de Vendée où la maladie est particulièrement présente. Dans la génération 2, il y a 6 enfants dont 3 sont porteurs de la pathologie. Et par exemple, cette femme a eu 8 autres enfants, dont 6 sont également porteurs de la pathologie, qui eux-mêmes l'ont retransmis à la génération d'après. En étudiant les patrimoines génétiques de la famille en question, les chercheurs ont donc pu identifier le gène responsable. Une découverte qui ouvre la voie à un véritable espoir thérapeutique pour les porteurs de stimulateurs cardiaques. C'est bien évidemment notre objectif final, très difficile à savoir quand, mais notre objectif final, c'est effectivement d'être capable, par des médicaments, d'éviter l'implantation d'un pacemaker. La découverte de l'INSERM de Nantes rendue publique, c'est maintenant une compétition internationale qui s'ouvre entre chercheurs, avec à terme les enjeux commerciaux de la mise au point d'un traitement médical alternative aux stimulateurs cardiaques. En Espagne, le plus célèbre matador actuel de la tauromachie espagnole a été gravement blessé lors de cette corrida à Calahorra, c'est dans le nord du pays. Blessure par corne à la cuisse droite pour El Juli, qui était devenu l'an dernier le plus jeune matador de l'histoire. Il avait 16 ans. Du cinéma avec la sortie demain de Ma petite entreprise, un film du réalisateur Pierre Jolivet. 2 ans après Fred, Pierre Jolivet retrouve Vincent Lindon pour une comédie réussie sur les déboires d'un petit patron. Une joyeuse entreprise avec en prime la chanson d'Alain Bachung. Présentation Pascal Deschamps et Gilles Jacquier. Bon ben on est prêt. Ils n'ont tourné que 2 films ensemble, mais il est pourtant des complicités qui naissent pour moins que ça. C'est pour Vincent Lindon que Pierre Jolivet a inventé cette histoire de petit patron qui perd tout le jour où sa menuiserie flambe. Il y a bien l'assurance, me direz-vous, seulement voilà, Yvan, c'est son nom, était tombé sur un courtier pas très honnête. Je suis pas vraiment assuré. Ça fait 10 ans que je suis chez toi, 50 000 balles par an. Pourquoi je serais pas assuré? Parce que je ne déclarais pas les contrats et l'argent on le gardait pour nous. Répète ça. Dès que j'ai su pour ton incendie, j'appelais Jean-Michel pour qu'il enregistre ton contrat au siège comme on faisait d'habitude. Et là, il était mort. Ah, les cons. Oh, les cons. Des dialogues incisifs, une caméra toujours en mouvement, les rebondissements du scénario font de ce film un vrai film d'action, mais sur fond de réalité sociale. Je préfère les films où il y a des histoires qui rebondissent aux chroniques, qui sont un peu documentaires, tout ça. C'est pas mon truc, je préfère qu'il y ait un but, qu'il y ait quelque chose qui se déroule, un suspense, parce que ça m'excite comme spectateur et ça m'excite comme auteur aussi. Pour échapper à la ruine, Yvan va entraîner son entourage dans une véritable escroquerie. C'est un petit peu immoral, mais c'est pour la bonne cause. Tu peux m'expliquer?
Attends, on va discuter. Non, attends, vous êtes avec Christophe depuis 5 h du matin, je peux savoir pourquoi? On a dû faire un peu d'escalade. De l'escalade? Tu me prends pour une conne? Je sais pas ce que vous avez fait avec mon fils, mais je vous préviens. S'il y a le moindre problème à cause de vous, je vous pète la gueule à tous! J'ai vraiment ri tout de suite, et puis en sortant, j'avais eu... C'est compliqué parce que ça a l'air d'être vendeur, ce que je vais dire. Alors, comment vous dire? J'avais envie de le revoir tout de suite, mais bon, je sais pas si j'aimais pas un film, je vous le dirais en direct, comme ça, à la télévision, je dirais j'aime pas le film, mais je me serais arrangé pour pas venir, franchement. Je m'arrangerais pour pas venir, parce que j'ai le défaut de, quand je mens, ça se voit. Vincent Lindon n'a pas à rougir, Yvan aurait pu s'appeler Joe ou n'importe lequel de ces héros des comédies sociales à l'anglaise. Des comédies qui savent divertir les gens dont elles parlent, tout en les respectant. Ma petite entreprise, c'est demain sur les écrans. Nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous rappelle la principale information que nous avons longuement développée, à savoir la baisse du nombre de chômeurs en France. C'est une baisse sans précédent depuis 4 ans. On compte aujourd'hui 2 770 400 demandeurs d'emploi. Dans quelques instants, Sophie Davant vous parlera météo. Et puis à 20h55, vous retrouverez Bernard Lecoq et Isabelle Otero dans Le Destin des Stanford. À 0h30, le dernier journal de la rédaction vous sera présenté par Florence Duprat. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jean Glavany, le ministre de l'Agriculture. Et puis à 13h, vous retrouverez Laurence Ostolaza et Antoine Cormery. À demain 20h. Bonsoir. Merci.